Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Les emplois agricoles, une solution contre l'immigration en Afrique, c'est ce que préconise l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Léger ralentissement de la croissance économique du Nigeria au deuxième trimestre 2018, le taux de croissance a baissé à 1,5%. Enfin, les transferts rapides d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal se sont chiffrés à 554,8 milliards au terme du premier semestre 2018. FAO, entendez Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estime que l'agriculture est l'une des solutions appropriées à la résolution de la crise migratoire en Afrique. Selon José Graziano da Silva, le directeur de cette organisation, créer des opportunités d'emploi décents pour les jeunes Africains dans le secteur de l'agriculture peut contribuer à réduire de manière importante la migration des jeunes. Et pour cause, entre 65 et 75% des migrants sont des jeunes à la recherche d'opportunités d'emploi. Des opportunités que les États africains possèdent les moyens de fournir dans le secteur agricole, surtout dans un contexte où l'Afrique, qui détient 65% des terres arables non exploitées du monde, importe 35 milliards de dollars d'aliments par an. La FAO reconnaît cependant que le secteur se heurte à de nombreux obstacles, entre autres l'accès difficile aux terres pour les jeunes désireux d'investir dans le domaine, mais également l'image négative associée à l'agriculture sur le continent africain. Au deuxième trimestre 2018, la croissance économique a également régressé au Nigeria. Cette croissance a en effet subi le revers des contre-performances enregistrées dans le secteur pétrolier. Conséquence, le taux de croissance a baissé à 1,5%. L'économie nigériane a fait les frais de la rétraction enregistrée dans le secteur pétrolier au deuxième trimestre 2018. La croissance économique du pays a perdu l'élan amorcé au premier trimestre pour s'afficher à un taux de 1,5% contre 1,95% au premier trimestre. À l'origine de ce ralentissement, une chute dans la production pétrolière qui s'est rétractée de 3,95% au deuxième trimestre. En effet, cette production a chuté à 1,84 million de barils par jour contre 2 millions de barils par jour au premier trimestre. Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, c'est le secteur non pétrolier qui a cette fois-ci porté la croissance du pays avec une progression de 2,05%. Une première depuis la sortie du pays de la récession. Il s'agit en effet de la plus forte croissance du PIB hors pétrole enregistrée au Nigeria depuis le dernier trimestre de 2015. Les secteurs de transport, de la construction et de l'électricité ont tiré cette croissance, tandis que la part de l'agriculture est tombée à 1,3% contre 3%. Premier producteur africain de pétrole qui génère plus de 90% de ses exportations, près de 80% de ses recettes fiscales et plus d'un tiers du PIB national, le Nigeria a subi de plein fouet la baisse des prix du pétrole lors de la crise de 2014, provoquant une grave crise économique et la première récession depuis 25 ans. Ce pays, qui a des réserves prouvées estimées à 37 milliards de barils de pétrole, ainsi que 5 500 milliards de mètres cubes de gaz, a renoué avec la croissance suite à la décision des autorités nigérianes d'élaborer un plan de redressement économique dont la mise en œuvre de la première phase a commencé à porter ses fruits. Nous restons au Nigeria pour dire que le pays pourrait engranger plus de 35,9 millions de dollars de revenus annuels avec la production du riz dans l'état de Cross River. Ceci grâce à la récente construction d'une usine de plus de 8,2 millions de dollars dans cet état.
Prévu pour démarrer avec une exploitation de 1000 hectares de terre, ce projet devrait aider à créer environ 10 000 emplois directs dans le pays et générer plus de 3 millions de dollars de bénéfices par mois. Il faut dire que la culture rizicole pourrait devenir l'un des secteurs clés de l'économie au Nigeria. Selon les projections du président Muhammadu Buhari, le pays doit cesser d'importer du riz dès cette année. Et puis au premier semestre 2018, les transferts rapides d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal se sont chiffrés à 554,8 milliards. Selon la direction de la prévision et des études économiques, eh bien, ce chiffre est en hausse de 6,3% comparé à celui de la même période de 2017. Les transferts rapides d'argent semblent susciter de l'engouement au Sénégal. Au cours du premier semestre 2018, les établissements de crédit qui opèrent dans ce domaine ont encaissé 554,8 milliards, ce qui équivaut à une hausse de 6,3% en comparaison du montant encaissé en 2017 pendant la même période. Cette hausse est de 12,4% au dernier trimestre 2018 quand l'on considère l'évolution trimestrielle des transferts. Ainsi, entre mars et juin 2018, les montants reçus par les établissements de crédit du Sénégal ont atteint 293,6 milliards contre 261,2 milliards au cours du premier trimestre. En glissement annuel, le rythme de progression des transferts reçus s'est établi à 1,9% au deuxième trimestre 2018 après avoir atteint 11,8% un trimestre plus tôt, ce qui semble en phase avec l'évolution inattendue de l'activité dans les principaux pays où ont été émis les transferts, notamment la zone euro. En ce qui concerne les émissions de transferts rapides d'argent effectuées par les établissements de crédit du Sénégal vers l'extérieur, elles sont estimées à 82,7 milliards au premier semestre 2018, en chute de 14,3% par rapport à la même période en 2017. Au total, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal a atteint 472,1 milliards à la fin du premier semestre 2018, soit une augmentation de 46,9 milliards ou 11% par rapport à 2017. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est avec Casimir Pédior que nous retrouvons dans un instant. Bonjour à vous, Casimir Pédior, et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations économiques entre l'île Maurice et le Ghana. C'est bien ça Inès, il faut dire qu'après la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien entendu il y a quelques jours, la Zambie, nous allons nous intéresser aujourd'hui au Ghana. Qu'est-ce que donc l'île Maurice peut aller faire au Ghana? Quelles sont les opportunités également de l'autre côté de l'île Maurice dont pouvaient profiter donc les opérateurs économiques, mais aussi l'État ghanéen en ce qui concerne donc le bon voisinage entre ces deux pays? C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, Casimir Pédior, que vont exactement chercher les investisseurs mauriciens à Accra? Alors, faire de bonnes affaires, c'est l'intérêt qui guide aujourd'hui donc les investisseurs mauriciens et notamment l'État donc de l'île Maurice qui, depuis quelques années, pour être plus précis, depuis donc 2010, a engagé une offensive économique en faveur donc de certains pays et notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que les opérateurs économiques mauriciens peuvent aller donc chercher au niveau donc d'Accra et les autres villes? Un mieux-être et aussi les conditions favorables, car il faut le dire, le Ghana aujourd'hui avec un taux de croissance qui avoisine donc les deux chiffres intéresse donc l'île Maurice déjà en partenariat avec la Côte d'Ivoire pour donc faire l'ouverture sur l'Afrique de l'Ouest. L'île Maurice a compris aujourd'hui que en dehors donc de l'Afrique francophone, il y a aussi l'Afrique anglophone que représente donc le Ghana en termes donc de partenariat, et cela intéresse tant bien l'État central que les opérateurs économiques, car au Ghana on trouve beaucoup donc d'opportunités,
beaucoup de secteurs aujourd'hui sont attrayants au niveau du pays et justement les investisseurs veulent donc prospecter ces opportunités pour véritablement développer une relation sud-sud. Alors, Kazmi Pidjo, il y a eu 3 accords qui ont été signés entre les 2 parties. Et entre ces accords, il y a le traité de non-double imposition entre les 2 pays. Qu'est-ce que ça regorge exactement? Merci Inès. Vous parlez donc de l'accord, les 3 accords d'août 2015 qui stipulent le premier, donc la réciprocité dans l'exemption donc des visas. Désormais, donc entre les 2 pays, il y a une certaine harmonisation du coût donc des visas où les opérateurs économiques pourront donc bénéficier d'un certain nombre d'avantages en foulant le sol donc au niveau des deux capitales. Je veux donc parler de Accra et bien évidemment de la capitale de l'île Maurice. Ils disposent alors de 70 jours donc pour faire les affaires. Donc les visas sont accordés sur une durée de 3 mois. Ceci permet donc de permettre aux opérateurs économiques ghanéens de pouvoir donc aller de l'autre côté. Au-delà de ça, le second accord fait la promotion et la facilitation du commerce entre l'île Maurice et le Ghana, permettent donc toujours aux opérateurs économiques de pouvoir faire les transactions commerciales entre les 2 pays. Cet accord, il faut le dire, est réglementé donc par des règles où les 2 parties se sont engagées à respecter donc pour l'amélioration donc des relations commerciales dans les 2 domaines. Et le troisième et dernier accord, il s'agit du protocole d'accord portant sur l'enseignement supérieur. Il faut déjà dire qu'aujourd'hui, l'île Maurice, au-delà donc des accords signés avec les autres pays, le troisième donc protocole d'accord vise aujourd'hui à promouvoir donc l'enseignement supérieur à travers donc des échanges de recherche au niveau des 2 pays, mais aussi des bourses au niveau donc des étudiants pour faciliter véritablement les recherches scientifiques entre les 2 pays. On note aussi au niveau de cet accord une certaine perméabilité entre les diplômes, c'est-à-dire les étudiants en fin de formation nantis donc d'un diplôme au niveau d'Accra peuvent aller travailler facilement au niveau de l'île Maurice. Il en est de même aussi pour les étudiants mauriciens qui pourront donc facilement trouver du boulot au niveau donc d'Accra s'ils le désirent. Donc voilà un peu ce qui a été retenu. Vous avez parlé aussi de cet accord signé en 2017, en mars plus précisément 2017, où les 2 pays se sont engagés aussi à développer une zone économique. C'est beaucoup plus au niveau donc d'Accra, plus précisément dans la zone de Dawa, à quelques kilomètres donc d'Accra, que la zone est aujourd'hui installée pour permettre donc aux opérateurs économiques, en dehors donc des largesses accordées par les différents accords, de bénéficier de plus de moyens, de plus de technologies pour véritablement asseoir une politique économique plus efficace. Alors, Kazmi Pidjo, il était question aussi de la création d'une flotte aérienne nationale au Ghana. C'est bien ça, Inès. Où en est le projet? Le projet évolue très bien. Et aujourd'hui, on peut déjà donc mijoter quelques donc bribes en termes, on peut voir quelques bribes donc de projets, enfin d'appareils sur le sol ghanéen qui d'ici à là vont commencer par desservir non seulement la capitale mauricienne, mais aussi quelques villes donc du continent. L'île Maurice aujourd'hui, avec sa première place en termes de voyage sur le continent africain, a quand même quelques expériences, surtout avec sa flotte nationale qui aujourd'hui veut partager l'expérience avec Accra, et donc un projet a été pensé, développé dans ce sens-là pour permettre donc au Ghana de pouvoir bénéficier, de pouvoir développer donc sa compagnie aérienne afin de véritablement booster son économie grâce au voyage. Au même moment, l'île Maurice s'intéresse donc à certains secteurs clés tels que le tourisme pour pouvoir donc permettre aux voyageurs, aux visiteurs de mieux s'intéresser donc au Ghana. Donc voilà tant d'opportunités aujourd'hui que les 2 pays sont en train donc de mettre sur les orbites, et certainement l'avenir dira mieux par rapport donc à cette relation qui, il faut le dire, est la 10e sur le continent en termes donc d'offensive au niveau de l'île Maurice. Merci beaucoup Kazmi Pidjo, merci pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et très bon week-end à vous. À lundi.